je suis bonne en finance? Non. Et c'est le risque que tu prends. Est-ce que j'ai commencé à planifier mon mariage? Oui et non. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans une vidéo un petit peu différente. En fait, j'avais le goût de faire une vidéo Get Ready With Me pendant que je réponds à vos questions. J'avais le goût de faire un Get Ready With Me pour vous montrer ma routine de maquillage en ce moment. Puis je me suis dit pourquoi pas répondre à vos questions en même temps. Je me suis dit que ça pourrait faire une vidéo vraiment cool. Je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram. Puis honnêtement, j'ai été surprise. Vous avez quand même été beaucoup à me poser des questions. Fait que j'ai pris ceux que je trouvais les plus pertinentes, ceux qui revenaient le plus souvent. Je les ai écrits dans mon petit carnet. Puis je les ai divisés en sections. Donc je me suis dit que la vidéo allait être un petit peu plus structurée comme ça. En fait, on est samedi et ce soir, j'ai le souper de fête à mon chum et mon père chez mes parents, donc dans ma famille. Mon chum et mon père ont 2 jours de différence de leur fête, donc on fait tout le temps un souper pour les deux. Fait que je vais me préparer pour ça et on va répondre aux questions au travers de tout ça. Fait que premièrement, je vais me friser les cheveux. J'ai demandé et reçu à Noël ce friseur-là d'Amazon qui est toujours dans ma vitrine Amazon qui est en barre d'infos. C'est le Emoki Pro. Puis ce que j'aime, c'est que le dessus se change. Fait que je pense qu'elle vient avec genre 5 embouts différents. Fait que moi, pour mes frisés, je prends tout le temps lui. Honnêtement, j'aime lui qui rend plus large pour faire des plus grosses boucles. Mais moi, avec mes cheveux qui sont extrêmement plats, là, je viens de les laver ce matin. Fait que ça, c'est quand je les ai lavés puis séchés. Ils sont extrêmement plats. Ça fait pas les grosses boucles, là, après comme 2 heures, j'ai plus rien dans les cheveux, alors que ça, je suis capable de me faire toffer mes cheveux frisés pendant comme 2-3 jours. Donc, pendant que je me frise les cheveux, on va commencer à répondre aux questions. Donc, la première catégorie, c'est maison. Et j'ai eu 2 questions par rapport à ça. Donc, premièrement, as-tu des conseils pour l'achat d'une première maison? Puis, as-tu des conseils / incontournables pour l'achat d'une première maison? Pour faire un petit recap, moi et Jean-Benoît, on a acheté cette maison-ci en 2022. En fait, on l'a acheté début juillet, mais on a eu la maison le 1er septembre, donc ça fait peut-être un petit peu moins que 2 ans et demi qu'on a la maison. Et honnêtement, le marché immobilier, il est pas le fun. Selon moi, là. Les maisons, surtout à Montréal, là, ça n'a plus de sens, les prix des maisons. À Québec, c'est un petit peu moins pire, mais c'est quand même genre que ça n'a pas d'allure. Puis en région, c'est moins pire, je pense. Là. Mais dans les grandes villes, là, Québec et Montréal, c'est encore pire. C'est vraiment rough. Fait que moi, ce que je vous conseille, premièrement, c'est de vous entourer de bonnes personnes pour vous aider, que ça soit un courtier immobilier pour vous aider à trouver une maison, que ça soit un conseiller financier pour planifier l'achat de votre maison, peu importe. Je vous conseille vraiment de vous entourer de personnes dont vous avez confiance. Deuxièmement, prenez pas en compte que tout le monde et n'importe qui vous disent. Moi, ça a été un des problèmes dans notre recherche de maison. On avait plein de monde autour de nous qui voulait nous donner plein de conseils, etc. Mais ça m'a plus stressée puis mis la pression que ça m'a aidé honnêtement. Je suis quelqu'un qui est très people pleaser, donc je voulais comme tout prendre les conseils. Je voulais pas que personne soit froissé si je voulais comme pas entendre leurs conseils whatever, mais au contraire ça m'a juste mis encore plus comme de doute. Ça m'a vraiment comme stressée là, tu sais, il y en avait qui nous disaient achetez pas tout de suite, les taux sont trop hauts. Il y en avait qui nous disaient au prix où vous voulez acheter votre maison, vous trouverez jamais. Fait que, honnêtement, entourez-vous de personnes dont vous avez confiance, puis je vous dis pas de prendre des conseils de personnes. Je vous dis juste de choisir les personnes à qui vous prenez ces conseils-là. Et je pense que mon dernier conseil pour vous, c'est de savoir ce que vous voulez, mais dans le marché qu'on est en ce moment, de ne pas avoir trop non plus de critères, surtout si c'est votre première maison. T'sais, nous on avait quelques critères, mais on était vraiment pas trop extrêmes. Là, ce que je voulais absolument, c'était 2 chambres au premier étage, donc la chambre principale puis là mon bureau, mais qui va devenir éventuellement une chambre d'enfant. On voulait un plein pied. Honnêtement, on aurait pu, si on avait trouvé une maison à étage, mais on voulait vraiment un plein pied avec une aire ouverte, parce qu'on a des personnes qui adorent recevoir autant la famille, les amis, là, je pense que vous le voyez. Donc on voulait une aire ouverte pour que, exemple, si on cuisine, on puisse parler avec les gens qui sont dans la salle à manger ou dans le salon. Ensuite de ça, moi, un des critères qui était super important pour moi, c'était le quartier. En fait, je voulais avoir une maison où les gens pouvaient se parquer dans la rue, parce que, encore une fois, vu qu'on reçoit vraiment souvent les problèmes de parking, c'est pas pour moi. Je voulais que tout le monde puisse avoir une place dans la rue. Et finalement, je voulais être proche d'un parc, parce que éventuellement, on va avoir une famille. Et moi, j'ai grandi avec un parc au bout de ma rue, et je trouve tellement que ça fait une différence, autant dans la vie des parents que des enfants. Quand j'étais jeune, mes parents, tu sais,
oh, on sait pas trop quoi faire, on va au parc, on va s'amuser, on va dépenser de l'énergie. Puis quand j'ai vieilli, ben quand j'étais comme début adolescence, mes parents me laissaient aller toute seule au parc à aller rejoindre mes amis puis tout, puis j'ai passé des super belles soirées. J'ai plein de beaux souvenirs à ce parc-là. Et finalement, ça c'est plus un critère de mon chum, mais mon chum voulait un assez grand terrain. Donc voilà ce qui étaient nos critères puis ce qu'on a réussi à avoir, mais évidemment qu'il y a des choses qu'on aurait voulu qu'on n'a pas. Exemple, moi j'aurais vraiment aimé avoir un îlot. Dans ma cuisine, on n'en a pas. Notre salle de bain en haut est assez petite. Honnêtement, on a tout ce qu'on a besoin. Là, on a un bain, on a une douche, on a le meuble lavabo, puis notre salle de bain du sol est super grande. Mais celle d'en haut, évidemment, j'aurais voulu qu'elle soit un petit peu plus grande. Fait que comme je vous dis, ayez des critères, sachez ce que vous voulez, mais ne soyez pas trop strict non plus. Parce que premièrement, ça se peut très bien que votre maison ait pas tous les critères que vous voulez. Puis deuxièmement, dans le marché qu'on est en ce moment, avec le prix des maisons, des fois il faut descendre un petit peu nos critères. Donc voilà pour mes conseils puis mes incontournables pour l'achat d'une première maison. Maintenant, la deuxième catégorie que j'ai, c'est finances. Et la première question, c'est j'aimerais savoir comment tu fais pour gérer ton budget. Là, gang, vous le savez si vous me suivez, je vous parle souvent de choses que je suis à l'aise de vous parler. Il y a des sujets quand je suis pas à l'aise d'en parler, je le fais pas. Exemple, l'entraînement. Vous savez que j'ai une relation assez toxique avec l'entraînement. Donc je vous le dis que je vais m'entraîner, etc. Mais je vous montre jamais mes entraînements. Je vous parle pas de suppléments, ce genre d'affaires-là, parce que c'est moins ma catégorie de contenu, puis je suis moins à l'aise avec ça. C'est un peu la même affaire avec les finances. J'ai grandi avec une mère qui est conseillère financière, donc j'ai toujours été élevée en sachant c'est quoi la valeur de l'argent, en sachant qu'il faut économiser, en sachant c'est quoi le crédit, etc. Par contre, est-ce que je suis bonne en finance? Non. Vraiment pas. Je vous dirais que je peux être assez dépensière compulsive, ça n'est pas un problème, mais je veux dire, tu sais, souvent je suis comme, ah, je le mérite. Ah, genre j'ai une dure semaine, je pourrais m'acheter ça, etc. Surtout quand j'étais chez mes parents. Et moi, j'ai été élevée dans une famille où ce que mes parents avaient un compte conjoint, tu sais, c'était l'argent de la famille et non l'argent de mon père et l'argent de ma mère, c'était comme tout ensemble. Puis j'ai toujours trouvé que ça avait l'air de super bien fonctionner. Donc, la journée que moi et Jean-Benoît, on s'est acheté une maison, on a décidé de faire ça comme ça. Donc, presque toutes nos finances sont ensemble. Et c'est mon chum qui gère. Comme je vous dis, on a chacun nos talents dans la vie. Mon chum est extrêmement bon en finance et pas moi. Donc, c'est pas mal lui qui gère tout ça. Évidemment, on fait de l'épargne, on met surtout de l'argent de côté pour nos futurs projets. On est des personnes aussi qui détestent s'endetter. C'est un peu contradictoire avec le fait que je vous disais que je suis assez dépensière compulsive, mais il y a jamais été question de s'endetter, que ce soit pour des rénovations, que ce soit pour les voyages. On a, jusqu'à maintenant, évidemment que un jour on va peut-être avoir d'autres options etc. Mais en ce moment on a toujours tout payé cash. On fait jamais quelque chose dont on n'a pas l'argent pour le faire. J'allais dire on a la chance, on n'a pas la chance, on a travaillé pour, mais on est deux personnes qu'on a d'excellentes jobs. Donc oui, c'est sûr qu'on a peut-être un lifestyle un peu élevé pour l'âge que nous avons. Mais on a travaillé et on a d'excellents jobs qui nous permettent aussi d'avoir ce lifestyle là. Comment je gère mon budget? Honnêtement, mon chum a un Excel. Et on a le budget dans l'Excel puis il gère ça. Puis au niveau de nos projets de l'épargne, etc., quand on a déménagé ici, on s'est ouvert 3 comptes épargne communs. Un pour les taxes, parce que si vous avez une maison, vous savez que les taxes de municipales, les taxes scolaires, etc., ben il faut les payer. On s'est ouvert un compte épargne pour les voyages et la rénovation. Fait que ça, c'est notre principal compte épargne où pas mal toute notre épargne va pour nos projets. Donc, tantôt quand je vous disais qu'on faisait rien si on n'avait pas l'argent, ben elle est là l'argent. Fait qu'on regarde dans ce compte-là si on a l'argent pour faire un projet, un voyage, etc. On le fait. Et finalement, depuis peu, nous avons un compte épargne mariage. Parce qu'on s'est fiancés et on veut se marier dans les prochaines années. Donc, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails de carte de crédit, de combien on met dans chaque compte épargne parce que je pense que c'est personnel, là. Mais c'est comme ça qu'on gère nos finances. Tout est pas mal à deux. C'est mon chum qui est bon en finance, donc c'est lui qui gère ça. Mais au niveau de l'épargne, on a vraiment 3 comptes épargne différents pour chaque chose qu'il faut qu'on épargne. Bon, j'ai pas mal fini mes cheveux. Mon spray net préféré que j'utilise, c'est le Living Proof. Celui-là, je l'adore, c'est le Flex Airspray. Comme je vous dis, moi, mes cheveux, il n'y a pas grand-chose qui tienne dedans, mais avec ça, ça tient, mais ça rend pas les cheveux genre crispy. Je déteste.
les spray nets qui rendent les cheveux comme collants. Celui-là, il ne le fait pas. Il y a un protecteur de chaleur en plus dedans et il fait super bien tenir mes cheveux. Donc là, on va se maquiller. Puis ensuite de ça, je vais les brosser pour défaire un petit peu les boucles. Mais il faut quand même que je les laisse un bon 10-15 minutes comme ça pour pas qu'ils défrisent trop vite. Donc évidemment, je fais tout le temps mon skincare. Là, j'ai fait tantôt en sortant de la douche, donc il est fait. Mais dans la douche, j'ai nettoyé mon visage et je l'ai exfolié aujourd'hui. Puis j'ai mis ma crème de jour en sortant. Donc là, pour le make-up, premièrement, j'utilise toujours une éponge. Celle-là, c'est celle de Real Technique que j'aime beaucoup, mais j'en ai une aussi de Morphe que j'ai beaucoup aimé. J'en ai une dernièrement de Huda Beauty aussi. Je suis pas très difficile dans les éponges. Et premièrement, comme base, je viens toujours mettre la ELF, le Halo Glow Liquid Filter, qui est un booster d'éclat pour une peau radieuse. Donc c'est vraiment le dupe de celui de Charlotte Tilbury, là, le filter quelque chose. Je l'adore vraiment. Et on va continuer avec les questions. Donc la prochaine question sur les finances, c'était est-ce que tu as des conseils finances pour plus voyager ou acheter une maison? Je vous dirais que ça dépend de chaque personne, mais moi, si on veut que j'économise, il faut que j'aille un but ou un projet. Ça a toujours été la joke, surtout avec mon père, là, parce qu'il a toujours dit si on veut que ma vieille ait de l'argent dans ses comptes, il faut qu'elle ait un projet. Je suis vraiment faite comme ça, moi. Il faut que je me dise, ah, dans tant de temps, je veux m'acheter une maison ou dans tant de temps, je veux partir à telle place en voyage, fait qu'il me faut tant d'argent, fait que là, j'être vraiment plus encline à économiser, etc. Fait que moi, mon conseil pour vous, ça serait d'avoir un projet, justement. C'est tellement le fun d'avoir l'excitation d'un projet puis d'avoir comme le but de réaliser ce projet-là grâce à l'économie que vous faites. Moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne, là. Si tu me dis que j'ai un projet, j'ai un but à atteindre, j'ai économisé de l'argent. Par contre, si j'ai rien de prévu, j'ai pas de projet, oh, ça va être plus difficile. Donc, une fois que j'ai mis le ELF, on va venir avec le fond de teint et mon préféré depuis presque un an maintenant. C'est le Haus Lab, il est incroyable. Ce fond de teint, il est très populaire, mais on comprend pourquoi. Il est très couvrant. Si vous voulez de quoi de naturel, là, c'est pas pour vous, là. Moi, je le mets pas la semaine quand je suis en télétravail, mais quand je sors, quand j'ai des soupers, c'est ce que je mets et je l'adore vraiment. Il vient comme faire une peau parfaite, là. Je sais pas comment vous dire ça différemment. Et on va y aller avec la prochaine catégorie qui est notre nouvelle voiture. Et la question est, est-ce qu'on aime notre nouvelle voiture? Donc pour vous faire un petit recap là-dessus aussi, moi puis Jean-Benoît, on s'est, j'allais dire acheté, en fait on l'a loué là, une Equinox Chevrolet 2024 et on l'a eu au mois d'octobre dernier, donc ça fait déjà 5 mois, je pense, qu'on a notre nouvelle voiture. On était vraiment dû parce que on avait les deux des tout petits autos et les deux, nos autos dataient vraiment, là, la mienne avait 10 ans, puis celle à Jean-Benoît, je pense qu'elle a même 11 ans. Et la mienne était en train de tout lâcher. Honnêtement, j'avais une Kia Forte, donc une petite auto. Je l'ai adorée, ça a été ma première auto. Honnêtement, ça m'a fait un peu mal au cœur de la vendre, mais on était rendu là. Et donc, moi, j'avais dit à Jean-Benoît, si on change mon auto, je veux absolument un auto 4 roues motrices, parce qu'honnêtement, avec les hivers qu'on a au Québec, je trouve que c'est quand même assez dangereux quand il y a des tempêtes puis tu sors avec des petites autos. Et donc, Jean-Benoît a fait ses recherches et on a trouvé l'Equinox Chevrolet qui est un petit VUS électrique et il est vraiment parfait, là. Il est blanc avec le toit noir, le toit panoramique, bref, je l'adore. On aime vraiment notre auto. Je vais continuer avec mon Kashian qui est le Hourglass que j'adore aussi. J'ai comme découvert ces deux affaires-là en même temps il y a presque un an et depuis ce temps-là, je ne pourrais pas m'en passer. Et donc, en bref, on adore notre auto, vraiment. Pour nous, qu'on est juste deux, puis même avec un enfant, là, elle est assez grande, le coffre est super grand, il se conduit super bien. Sur le coup, bon, j'avais peur parce que j'ai toujours conduit juste des petites autos, fait que j'étais comme, oh, je vais être capable de, oui, la conduire, mais surtout la parquer. Et honnêtement, j'ai eu quelques semaines d'adaptation, mais maintenant, ça va super bien. Il y a des caméras partout, là, autour du char, donc c'est assez difficile de pas être capable de la conduire. Notre seul bémol que je pourrais dire, c'est le fait qu'elle soit 100% électrique. Quand on fait juste comme travailler la fin de semaine, etc., c'est magique. Ça nous coûte, je vous dis là, évidemment qu'on a maintenant des paiements d'auto, mais au niveau du gaz, on doit économiser à peu près 400 $ de gaz par mois, là. Parce que quand je suis en télétravail, c'est Jean-Benoît qui prend l'auto, puis quand je vais au bureau, ben c'est moi. Fait que ça fait que notre autre auto qui est à gaz, on la prend presque plus. Puis j'ai continué avec la poudre libre de Laurent Mercier qui est presque vide, gang. C'est la deuxième, je pense, que je vide de cette poudre-là que j'adore. Fait que je vais venir la mettre juste sur ma zone T et en dessous de mes yeux. Bref, ce que je disais, c'est que la seule chose, c'est que si vous
vous faites des longs voyages, tu sais, si vous faites souvent genre des allers-retours à Montréal ou ce genre d'affaires-là, il n'y a pas assez de charge électrique rapide au Québec. Honnêtement, tu sais, l'affaire que je pense que c'est le gouvernement là, qui a dit qu'il allait plus vendre d'auto à gaz genre en 2030. Là. De quoi dans ce genre-là, ça sera pas possible là, avec le genre de système électrique qu'on a en ce moment au Québec. Je pense que pour les Tesla, c'est moins pire, mais pour tout autre char électrique, l'autre fois, on a fait de la Malbaie, fait du Manoir-Richelieu jusqu'à Québec. Et on n'a trouvé aucune charge rapide qui était disponible. Il y en avait quelques-unes, puis très peu, et elles étaient toutes prises. Fait qu'on est arrivé à la maison, il restait 4% à notre auto. J'ai continué avec le bronzer qui est le By Mario et je l'ai dans le Medium Dark. Ce produit-là, gang, est ma découverte, je pense, 2024. C'est ma soeur qui me l'avait recommandé. Si vous n'êtes pas pro en make-up puis que vous voulez quand même vous faire un peu de genre bronzer, je vous le conseille tellement, il se blende tout seul. Moi, j'ai acheté avec le pinceau Sephora 47, puis honnêtement, c'est magique, ce produit-là. Fait que bref, voilà pour notre nouvelle auto. On l'adore, j'ai rien à dire de négatif sur l'auto. Par contre, sur les autos électriques en général, si vous êtes le genre de personne qui fait beaucoup de routes, c'est peut-être pas le genre d'auto que je vous conseille parce que le système de charge rapide électrique au Québec, on n'est pas encore rendu là. Maintenant, prochaine catégorie, marketing. On me demande ça prend quoi pour aller dans le marketing, les domaines possibles. C'est assez large comme question. En fait, le marketing est très large. Vous pouvez être en marketing d'influence sur les médias sociaux, vous pouvez être en marketing événementiel en événements, vous pouvez être en marketing plus digital avec toutes les plateformes, les Google Ads, ce genre d'affaires-là. Il y a tellement de champs possibles en marketing. À l'université aussi, ceux que je connais, c'est comme vous pouvez faire le bac en com avec la section marketing ou le bac en admin avec la section marketing, je crois. Il y a peut-être d'autres avenues aussi, là. Mais je vous dirais que c'est extrêmement large, le marketing. Mais ça prend quoi pour aller en marketing? Je vous dirais que premièrement, ça vous prend de la créativité. C'est un domaine où il faut que vous trouviez des idées, des campagnes, etc. Donc, il faut que vous ayez de la créativité, il faut que vous ayez des idées, etc. L'autre chose, je vous dirais qu'il faut que vous sachiez bien travailler en équipe et que vous aimez travailler en équipe parce que comme je vous dis, le marketing, c'est tellement large que vous allez avoir besoin d'aide d'autres métiers, d'autres collègues, etc. pour pouvoir mener à bien vos campagnes, vos événements, peu importe. Je suis en train d'utiliser la Airbrush Flawless Finish qui est la poudre compacte de Charlotte Tilbury que je vais mettre partout après avoir mis mon bronzer. Fait que bref, j'ai peut-être la difficulté à répondre à cette question-là. Tu sais, moi je travaille en marketing et en événements, mais c'est juste une branche du marketing. Il y en a tellement, je vous conseille de faire vos recherches là, si ça vous intéresse. Donc, on est rendu au blush et mon blush préféré ever. C'est celui-là, c'est le Milani. C'est les forts à joues cuits en poudre et moi, j'ai le 02 Rose Doro. Honnêtement, je me passerai plus de ce blush-là. Il est comme le rose parfait avec un peu d'or dedans. On dirait qu'il vous fait comme le parfait coup de soleil un peu, je l'adore. Ensuite de ça, on s'en va dans la catégorie création de contenu, puis je pense que c'est celle-là que j'ai eu le plus de questions. Donc premièrement, quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui veut commencer les réseaux, puis tes conseils pour réussir avec la création de contenu. Premièrement, je suis peut-être plate, mais je vous mettrais des warnings, ok? Je sais que sur les médias sociaux comme ça, les vies d'influenceuses, etc., de créatrices de contenu a l'air d'être l'affaire la plus fun qui existe. Vous voyez le fait qu'ils se font inviter dans plein d'événements, qu'ils se font donner plein d'affaires, etc. Mais c'est pas que rose. Quand tu décides de devenir créatrice de contenu puis que tu gagnes en abonnés puis en visibilité, t'as plus vraiment de vie privée. Et ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de gens, c'est que oui, on est capable de garder une certaine vie privée. Tu sais, moi, il y a beaucoup d'aspects de ma vie que je décide de ne pas montrer sur les médias sociaux. Mais il y a des gens mal intentionnés dans la vie. Et c'est le risque que tu prends en devenant créatrice de contenu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui peuvent trouver ton adresse. Il y a des gens qui peuvent t'envoyer des lettres. Il y a plein de gens sur les médias sociaux qu'on dirait que leur vie, c'est d'écrire des messages haineux. Il y a une plateforme qui s'appelle Reddit, qui est vraiment horrible, honnêtement, pour les créateurs de contenu. C'est que de la haine, j'ai l'impression. Là, moi, j'ai su que ça existait, puis je vais pas voir là. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas tout beau, tout rose. Oui, les gens qui font ça de leur vie, puis que c'est leur métier, sont très privilégiés. C'est un magnifique métier, mais ce n'est pas tout rose. Fait que mon premier conseil pour vous, ça serait de le savoir. De savoir ça que si vous décidez d'être créatrice de contenu puis que vous voulez grossir ça, votre vie privée va peut-être être moins privée. Vous vous montrez aux gens, mais vous vous montrez aussi aux gens mal intentionnés qui peuvent dire des choses vraiment négatives sur vous. Puis des fois, ça peut être difficile si vous avez pas le dos hyper solide de lire tout ça. Donc voilà.
Ensuite de ça, si vous dites oui, moi je suis prête, c'est ce que je veux faire dans la vie. Deuxièmement, je vous dirais de le faire pour les bonnes raisons. Si vous voulez être créatrice de contenu, c'est parce que vous avez une passion pour justement la création de contenu, pour créer une communauté, pour jaser avec les gens, etc. Et non juste pour recevoir des cadeaux gratuits. Parce que, pour être bien honnête avec vous, les gens qui font ça juste pour aller dans des événements et avoir des choses gratuites, ils réussissent pas. Parce que c'est tellement de job réussir à builder une communauté puis avoir de la visibilité que si vous le faites pour les mauvaises raisons, vous allez abandonner assez vite. Et après tout ça, mon dernier conseil pour vous pour réussir sur les médias sociaux, c'est de poster. Soyez authentique et soyez constant. Vous pouvez pas poster une story par semaine ou un TikTok par mois puis penser que vous allez réussir à gagner des abonnés puis de la visibilité. Ça fonctionne pas comme ça, surtout quand vous êtes à la recherche d'augmenter vos plateformes et non juste les garder où ce qu'ils sont. Postez tous les jours. Trouvez-vous une niche, oui puis non. Tu sais, moi j'ai ma niche de livres, mais j'ai aussi le lifestyle qui est très large. Fait que les gens qui sont comme faut que tu aies une niche exacte, je suis pas tant d'accord avec ça parce qu'il y a des gens, exemple, qui sont lifestyle, qui parlent de tout, là, qui me parlent de nourriture, de décoration, de vêtements, de maquillage, de n'importe quoi. Fait que trouvez juste sur quoi vous voulez poster sur les médias sociaux, puis postez. C'est tout ce que j'ai à dire. Écoutez pas les autres. C'est sûr qu'au début, vous allez avoir des gens qui vont vous juger, surtout dans votre entourage. Puis c'est ça qui fait mal. C'est des gens que vous croyez qu'ils vont vous soutenir, puis finalement, ils vous jugent, mais passez par-dessus ça, puis vraiment postez tous les jours. Puis moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur les médias sociaux. Il y a tellement de gens qui consomment les médias sociaux, fait qu'il y a de la place pour tout le monde. Pour continuer mon make-up, je vais continuer avec mes sourcils. Donc premièrement, je vais venir les brosser. Et je vais venir prendre mon petit mascara à sourcils Benefit. La prochaine question est, qui sont tes youtubeurs préférés? Puis c'est quoi les comptes que je préfère autant côté lecture que côté vlog? Donc premièrement, au niveau côté lecture, je vous dirais que mes deux youtubeurs préférés, c'est Sarah Caroli et Rachel Catherine. C'est vraiment les deux youtubeurs que je ne manque aucun de leurs vidéos. Je les adore vraiment. C'est le genre de créatrice de contenu sans blabla. Tu sais, c'est vraiment, ils font des reading vlogs, ils parlent de livres, etc. Mais en même temps, je trouve qu'ils ont vraiment des bons concepts de vidéos. Tout le temps entertaining, ils disent tout le temps la vérité sur les livres. Bref, je les aime vraiment. Sinon, niveau plus vlog, lifestyle, mes préférés, premièrement, Tara Michel. Je l'adore. Elle habite à Toronto, fait que c'est cool de souvenir aussi des créatrices de contenu de ton pays, du Canada. Je trouve vraiment qu'elle a un style comme simple mais tellement beau. Évidemment, c'est une créatrice qui a quand même beaucoup d'abonnés, fait beaucoup d'argent là. Mais j'aime vraiment ses vlogs, je les trouve tout le temps comme positifs. Bref, je l'aime vraiment. Sinon, Julia et Hunter Evans, je les adore. Je sais qu'ils peuvent être des fois assez controversés, mais c'est vraiment du contenu que j'aime. Fait qu'ils montrent vraiment leur petite vie à Nashville. Ils habitent à Nashville. Et vraiment leur repas, elle est vraiment très outfit. Donc elle montre plein de hauls, etc. J'adore vraiment ce genre de contenu-là. Sinon, quand je m'entraîne, j'écoute toujours Sydney Adams. Je l'adore. C'est une créatrice de contenu qui habite à Tampa. Et elle est coach aussi. Donc ses vlogs, je trouve vraiment inspirants au niveau de la santé. Elle montre des idées de repas super santé, elle montre ses entraînements, etc. J'ai même acheté son plan d'entraînement pour m'entraîner justement. Fait que bref, elle je l'aime vraiment puis j'écoute tout le temps quand je m'entraîne. Et sinon, ça c'est pas lecture ni vlog, mais niveau true crime, une créatrice de contenu québécoise que j'adore, c'est Victoria Chilton. Je ne passe aucune de ses vidéos. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup consommer ce contenu true crime, même si des fois ça me fait un peu peur parce que c'est la réalité, là, c'est des affaires qui sont vraiment arrivées. Je trouve ça vraiment passionnant. Toute l'histoire, puis comment elle raconte super respectueusement, etc. Donc voilà, je vous dirais mes top créatrices de contenu. Pour continuer, je vais venir faire mes yeux et je fais de quoi de hyper simple. En fait, je vais juste venir prendre la Terracotta Light de Guerlain, qui est plus un genre de bronzer, mais avec un pinceau fluffy, et je viens mettre ça partout dans le creux de mes yeux. Ça fait comme si j'utilisais un bronzer en ombre à paupières et je l'adore vraiment. Puis je viens même en mettre un petit peu en dessous. Maintenant, prochaine catégorie, c'est mariage. Donc on me demande si j'ai commencé à planifier mon mariage. Pour ceux qui me suivent, vous savez que Jean-Benoît et moi, on s'est fiancés en Grèce l'été dernier, donc en juin dernier. Ça l'a fait 6 mois en décembre. Et donc le but est de se marier en 2027. Donc c'est dans plus de 2 ans parce que si vous me connaissez, vous savez que j'ai l'hiver. Donc mon mariage sera pas en hiver. Donc c'est dans plus de 2 ans. Et donc je vous dirais que ça sert pas à grand chose de vraiment commencer à organiser le mariage.
niveau comme fournisseur, etc. Dans bien trop longtemps, tu sais, comme les prix vont avoir changé rendu là, peut-être les offres de services vont avoir changé, etc. Par contre, oui, j'ai commencé à me créer un Excel avec un mood board, donc vraiment comme dans quel genre de mariage que j'aimerais, etc. Une liste d'invités vraiment genre hypothétique là, mais pour voir à peu près combien de personnes seraient à notre mariage et un genre de budget parce qu'il faut savoir que l'industrie du mariage est hyper chère et on ne voudrait pas se ruiner non plus. Comme je vous disais, moi Jean-Benoît, les choses qu'on fait, on a l'argent pour le faire. Donc en ce moment, on est vraiment dans la partie économie. Donc comme je vous ai dit tantôt, au niveau des finances, on s'est ouvert un compte épargne mariage. Puis en ce moment, on met de l'argent dans ce compte-là pour pouvoir payer notre mariage. Parce qu'il n'est pas question qu'on s'endette pour se marier. Donc c'est vraiment là qu'on en est en ce moment pour le mariage. L'économie, c'est vraiment comme épargner pour le mariage qui est la grosse affaire en ce moment. Puis oui, j'ai commencé à travailler un petit peu, regarder quelle fournisseur que j'aimerais, quel genre de mariage que j'aimerais, etc. En ce moment, j'ai 3 places en tête pour le mariage, fait que peut-être qu'on va aller en visiter cet été, 2 ans d'avance pour voir ce qu'on aimerait, mais on est vraiment trop d'avance pour vraiment avancer là. Donc voilà, fait que est-ce que j'ai commencé à planifier mon mariage? Oui et non. Disons que j'ai fait quelques petits trucs, mais rien d'officiel. Maintenant pour cet été, tout ça, je vais venir utiliser le All-Nighter de Urban Decay. Honnêtement, j'en ai essayé d'autres, des setting spray, il n'y a rien qui set ton maquillage comme celui-là. Honnêtement, genre j'ai essayé, là, genre j'ai l'huile milk ici, j'en ai essayé d'autres, il n'y a rien qui bat ça. Maintenant, pour suivre un petit peu la catégorie mariage, prochaine catégorie c'est les enfants. Et la question est, est-ce qu'on veut des enfants? Si oui, quand? Oui, on veut des enfants. Moi j'ai toujours voulu des enfants, j'ai travaillé en garderie, j'adore les enfants. Jean-Benoît aussi en a toujours voulu. Je vais continuer avec le highlight qui est le Pure Nude de Essence. Honnêtement, ce highlight-là est insane. Il est naturel, mais il brille en même temps, il coûte rien. Moi, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Et donc, oui, on veut des enfants, par contre, pas tout de suite. J'ai jamais été le genre de fille qui voulait des enfants à 25 ans. Je me suis toujours plus vue avoir des enfants dans ma trentaine. Moi et Jean-Benoît, on a plein de projets. Vous savez qu'on adore voyager, puis il y a tellement de places qu'on veut faire avant d'avoir des enfants. On veut se marier aussi, on a peut-être des projets de réno dans la maison avant. On va avoir 26 ans, on n'a même pas 26 ans encore. Jean-Benoît va l'avoir dimanche, donc demain. Et moi, je vais avoir 26 ans en avril. Fait que oui, on en veut, pas tout de suite. Je vous dirais qu'on va commencer, je pense, à y penser sérieusement après le mariage. Catégorie nourriture, une catégorie que j'adore. On me demande c'est quoi mon top 3 de mes repas préf. Et ça, c'est une dure question. Vous savez que moi et mon chum, un de nos points communs, c'est qu'on est des foodies. On adore autant cuisiner à la maison, essayer des nouvelles recettes, que essayer des restaurants puis sortir. Fait que je vous dirais que mon top 3, le premier, genre c'est sûr, c'est des pâtes. Je suis une addict aux pâtes. Je vous dirais que mon top, c'est soit des pâtes aux fruits de mer. Genre, s'il y a des pâtes aux fruits de mer sur le menu d'un restaurant, c'est sûr que je les prends. La lasagne et le mac and cheese. Ça, c'est vraiment mes tops. Sinon, deuxième place, je vous dirais que c'est les sushis. J'adore les sushis, j'adore essayer une nouvelle sorte de sushi. Justement, hier, on s'en est commandé pour la Saint-Valentin. Puis notre place préférée de sushi à Québec, c'est le Sushi X. Puis on avait sorti des nouvelles sortes, fait qu'on en a essayé. Fait que bref, sushi deuxième. Troisième place, c'est Ruff. J'hésite entre genre la raclette, la fondue chinoise ou genre le mexicain. Tacos, fajitas, j'adore ça. C'est rough, mais je vous dirais que ça, c'est pas mal mes tops. Fait que les pâtes, les sushis, puis le mexicain ou genre raclette fondue chinoise. Je vais continuer avec mon mascara. Mon préféré, c'est le Too Faced, le Better Than Sex. J'en ai essayé d'autres, il n'y a rien qui bat ce mascara-là. Et la prochaine catégorie, c'est les voyages. Un autre sujet que j'adore parler. Donc la première question, c'est quoi ta bucket list de voyages que tu veux absolument faire dans ta vie? Égal. Ça, c'est assez difficile parce qu'en fait, je voudrais faire le tour du monde. Je suis pas capable de vous parler en même temps de me mettre du mascara. Laissez-moi finir mon mascara puis je vous reviens. Ok, ça a de l'allure. Fait que ma bucket list, comme je vous disais, je voudrais faire vraiment comme le tour du monde. Là. Moi, voyager, c'est quoi? Qui est legit comme... Je sais pas comment vous expliquer, c'est un besoin. C'est littéralement un besoin. Et tout ça a commencé quand j'étais jeune avec mes parents. Mes parents... on a toujours été dans la classe moyenne, même moyenne élevée, mais quand on était plus jeune, ce n'était pas ça quand je suis née. Mes parents n'avaient pas énormément d'argent, mais ma mère, ça a toujours été obligatoire qu'on parte à la plage. Depuis toujours, donc on a commencé par aller dans le Maine, après ça, quand on a un peu vieilli, on allait à Wildwood, après en Floride, après on a fait la République, Cuba, on est allé dans l'Ouest canadien aussi une année. Bref, à chaque année, on faisait un voyage, obligatoirement. Mes parents, ils budgétaient, même si au début, ils n'étaient pas les plus riches, pour partir. Puis moi, ces voyages-là, quand j'étais jeune, c'était vraiment les voyages pour m'évader.
Tu sais, veux pas, surtout quand t'es au secondaire, c'est pas facile. Tu sais, les gars, les amis, le drama, etc. Moi, ces voyages-là, ça a toujours été comme, t'as pas de Wi-Fi, t'as rien, tu laisses ton sel à l'hôtel, puis tu vas profiter avec ta soeur puis tes parents. Puis c'était vraiment libérateur pour moi, ces voyages-là. Et je pense que mon besoin de voyager est parti de là, parce que pour moi, voyage égale, oui, découverte du monde, découverte de nouvelles cultures, de nouvelles nourritures, mais surtout l'événement du quotidien, puis partir sans stress, juste aller s'amuser puis découvrir le monde. Fait que c'est vraiment un besoin pour moi. En ce moment, je pense que j'ai fait 9 pays jusqu'à maintenant. Le Canada. Bon, évidemment, là, genre j'ai fait tout le Québec, l'Ontario, Toronto, aussi le Nouveau-Brunswick, puis j'ai fait l'Ouest canadien. Ensuite de ça, les États-Unis, j'ai fait, bon, toute la côte est, là, Boston, New York. J'ai fait la Floride, Orlando et Miami. Et j'ai fait Los Angeles. Ensuite de ça, j'ai fait Cuba. Quand on était plus jeune, avant que ça devienne un peu ce que c'est aujourd'hui, là, on a fait Varadero, Holguín, puis Cayo Coco, je pense que ça s'appelait. J'ai fait la République aussi. Dominicaine 2-3 fois. J'ai fait le Mexique aussi 2 fois. Fait que là, on est rendu Canada, États-Unis, Mexique, on est rendu à 5. Et ensuite de ça, en Europe, j'ai fait le Portugal, la France, la Grèce et les Pays-Bas. Fait que je suis rendue à 9 pays, si je me trompe pas. Donc, quels sont mes voyages de bucket list? Premièrement, au niveau, genre, Amérique, là, je vous dirais que ce que je voudrais vraiment faire, c'est Hawaï. On l'a jamais fait. Niveau Europe, j'en ai quand même pas mal. L'Italie. C'est sûr, l'Espagne, c'est sûr. Et en ce moment, j'ai vraiment un trip sur la Norvège. Je sais pas pourquoi, mais la Norvège, genre au printemps, ça a l'air incroyable. Puis sinon, au niveau de l'Asie, je suis jamais allée là-bas. J'aimerais vraiment aller au Japon puis en Thaïlande. C'est mes top 2 que je voudrais vraiment faire. Le Japon a toujours été dans mes tops. Je rêve d'aller au Japon. On m'a souvent dit que c'est un des pays qui va avoir le plus gros choc culturel. J'ai vraiment hâte. En fait, c'est sûr qu'on va y aller un jour. Sinon, au niveau de l'Afrique, j'aimerais beaucoup aller au Maroc, en Tunisie, puis faire un safari. Moi, Jean-Benoît, on parle, en joke et puis non, qu'on voudrait peut-être faire un safari pour nos 30 ans. On se fait pas de gros parties, on dépense pas d'argent pour nos 30 ans, mais on part en safari. Donc peut-être ça va arriver. Peut-être vous allez voir ça dans 5 ans. Donc je vous dirais que voilà quelle est ma bucket list en ce moment, mais ça change toujours. Il y a toujours des nouveaux pays, des nouvelles places que je veux visiter. Et l'autre question au niveau des voyages, c'est où planifiez-vous voyager cette année hors du Québec? J'avais tellement aimé tes Eurovlogs. Merci tellement, j'ai tellement aimé faire ces vlogs-là. Puis c'est sûr que je vais vous apporter dans tous mes voyages cette année. Cette année, moi et Jean-Benoît, on a pris la décision de ne pas faire de rénovation dans la maison et de voyager. En ce moment, on a 3 voyages en vue. Le dernier n'est pas certain. En fait, le premier qui est déjà booké, je vais vous donner des scoops ici. On s'en va à Los Cabos. Los Cabos, c'est au Mexique, mais du côté Pacifique. Je veux pas me tromper, ouais, c'est du côté Pacifique, donc juste en dessous de la Californie. De ce que j'ai compris, c'est une section du Mexique un peu plus riche, un peu plus fancy. Et en fait, ma cousine et son chum étaient allés dans un hôtel là-bas l'an passé, je pense, puis ils ont trippé. Fait que moi, Jean-Benoît, on a décidé d'y aller. Fait qu'on se va dans un tout inclus à Los Cabos. On va faire des excursions, on va aller visiter ce coin du pays-là, du Mexique. On a tellement hâte. Dernièrement, on voulait partir pour ma fête le 11, mais finalement, on va partir un petit peu avant parce que les dates des vols donnaient pas, mais c'est pas grave, on va quand même fêter ma fête là-bas. Fait que ça, c'est le premier voyage qui arrive dans moins de 2 mois. J'ai tellement hâte. Et sinon, cet été, on planifie refaire un Eurotrip, justement, à peu près le même nombre de temps que l'an passé, donc 17-18 jours. Mais cette fois-là, on veut faire la côte de l'Italie, donc les 5 terres, Portofino, Gênes, et la côte d'Azur, donc Monaco, Nice, Cannes, Saint-Tropez et tout le blabla, là, Aise, Menton, etc. On voudrait se louer un auto puis le faire en road trip, donc vraiment comme faire aller-retour Montréal-Nice, mais à Nice prendre un auto, s'en aller en Italie, puis ensuite de ça revenir sur la côte d'Azur. Fait que c'est le plan de cet été, c'est pas mal sûr qu'on le fait. Nos billets d'avion sont pas encore achetés, rien, mais on a pas mal les dates en tête, fait qu'on va regarder ça dans les prochaines semaines. Mais ça serait notre deuxième voyage de l'année qui est pas mal certain. Et le dernier, je vais pas trop vous en dire, mais en fait, ma soeur étudie au bac en infirmière et elle a été choisie pour faire un échange pour la saison d'automne en Europe encore. Je vous dirai pas où, mais moi Jean-Benoît, on planifie aller la voir évidemment, mais comme on a déjà 2 pas mal bons voyages de prévus cette année, on regarde pour peut-être prendre nos points de carte de crédit pour le vol. Bref, essayer de le faire pas trop cher, même si c'est un pays assez cher qu'elle va là. Mais fait que ça c'est pas sûr à 100%, mais bon, c'est pas mal sûr qu'on va aller la voir là. Ça arrive juste une fois dans ta vie que ta soeur est comme habite dans un autre pays. Fait que c'est sûr qu'on va vouloir aller la voir, mais ça je vous en dirai pas plus, vous verrez, mais ça va être plus vers la fin de l'année. Donc voilà nos plans
cette année. Donc Los Cabos, Europe encore une fois cet été, mais cette fois-ci Italie et France. Et peut-être un dernier voyage à la fin de l'année pour aller voir ma soeur. Je pense que c'est le temps de défaire un petit peu mes boucles, fait que je vais juste comme passer doucement ma brosse à cheveux. Regardez comment c'est plus beau là. J'adore. Ensuite de ça, la dernière catégorie est la lecture. Donc j'ai sorti 2 questions. Premièrement, pourquoi est-ce que je lis seulement en français? Bon, pour faire une petite idée, je serais capable de lire en anglais là. Je me considère pas bilingue là, mais tu sais, on écoute toute la télé en anglais, on est capable de voyager puis de se faire comprendre, etc. Ma soeur est legit bilingue, fait qu'elle rirait de moi en ce moment parce que quand on voyage, des fois, elle crampe et bien raide, mais je suis capable très bien de me débrouiller. Puis c'est sûr que si je lirais en anglais, je m'améliorerais encore plus. Par contre, quand je me suis mis à la lecture en 2021, je venais de terminer mon bac en psychologie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la psychologie est considérée comme une science nouvelle, donc tout est en anglais. Fait que je passais mon temps à faire des lectures en anglais. Donc quand je me suis mis à la lecture, je voulais juste m'évader, puis pas avoir encore à comme me concentrer puis à lire en anglais. Donc j'ai commencé à lire en français et j'ai toujours continué comme ça. Je vous dis pas que je suis fermée aujourd'hui, que ça fait quoi 4-5 ans que j'ai terminé mon bac, à commencer à lire en anglais, mais pour moi, la lecture, c'est vraiment un moyen de m'évader, c'est un passe-temps. Puis je veux pas que ça devienne compliqué. Je veux pas commencer à devoir chercher des mots que je comprends pas pour la lecture. Je veux vraiment que ça soit fluide, je veux vraiment que ça soit le fun. Donc voilà pourquoi je lis en français. Comme je vous dis, je pourrais lire en anglais. Je me débrouille très bien, je comprendrais. Je veux pas que la lecture devienne un fardeau parce que ça me tente pas de lire en anglais. Donc je lis en français. La deuxième question, lecture, c'est ton livre préféré de tous les temps dans la catégorie spicy. Et là, ça, c'est assez difficile, je vous dirais, comme question. Si vous voulez genre spicy, mais quand même une romance fluffy, je vous dirais Icebreaker. C'est une romance assez spicy. Si vous l'avez lu, la scène dans le Uber, c'est quelque chose, mais c'est quand même une romance fluffy. Si vous voulez plus vers la dark romance, mon préféré c'est Un prince cruel de Sophie Lord, qui est le premier dans la série Le sang d'héritage. Ce livre-là est incroyable, il est spicy, c'est un enemies to lovers. Si vous voulez commencer aussi la dark romance, je vous le conseille vraiment. Enfin, je vous dirais ces deux-là. Il me manque juste mon rouge à lèvres et là je voulais tester avec vous ce crayon à lèvres-là que je me suis acheté récemment, c'est le NYX Line Loud dans la couleur Gold Crusher. Ça fait longtemps que je voulais un crayon à lèvres comme nude, juste comme un peu plus foncé que ma couleur naturelle de mes lèvres. Donc on va le tester ensemble. Ok, le crayon, je l'adore. Il est super comme crémeux. Ça applique super bien. En plus, il twist. Donc vous n'allez pas l'aiguiser. Moi, c'est mes crayons préférés. Au niveau de la couleur, je trouve qu'elle sort encore mieux en vidéo qu'en vrai. J'aurais pris peut-être une coche plus foncé, mais c'est quand même super beau. Fait que par-dessus ça, je vais venir mettre mon rouge à lèvres de Charlotte Tilbury qui est le Pillow Talk. Voilà le mix, c'est vraiment parfait. Et finalement, j'ai mis une petite question bonus parce que cette question m'a vraiment fait rire. Et c'est, ça t'arrive-tu d'être tannée de recevoir des amis, je te trouve bonne? Ça me fait vraiment rire. Pour vous faire une petite histoire, en fait, moi et Jean-Benoît, dans notre gang d'amis, mais dans sa gang d'amis à lui, on est les seuls qui ont une maison, qui ont une piscine. Donc c'est sûr que pour ses amis qui sont soit encore chez leurs parents ou son appartement, c'est le fun d'avoir une place où on peut faire le party, où on peut parler fort, où ce que c'est à nous justement. Et moi Jean-Benoît, on adore hoster. Vous voyez que moi quand je host, je fais rien à moitié, puis mon chum est pareil, on fait plein de bouffe, on fait plein de décorations, on adore vraiment recevoir nos amis. Par contre, c'est sûr qu'à un moment donné, faire ça toutes les semaines, oui ça devient fatigant, puis tu sais c'est pas juste recevoir les amis parce qu'après quand ils parlent, c'est le ménage, c'est la vaisselle, c'est tout ça. Fait que je vous dirais que quand on a eu la maison, on recevait énormément parce que justement on était content de l'avoir, on voulait être avec nos amis et tout. Maintenant, on a peut-être un petit peu plus slacké. C'est sûr qu'en hiver, on reçoit moins qu'en été. Là, tu sais, dehors, c'est facile. On a aussi ta belle cuisine extérieure, etc. Mais on a un petit peu slacké. Évidemment aussi, ça coûte cher recevoir, tu sais, la nourriture pour tout le monde. Évidemment, nos amis amènent leur alcool. Là. Mais tu sais, la nourriture, tout le blabla. Donc, est-ce qu'on est tanné de recevoir des amis? Non. On adore recevoir, on adore nos amis. On aime ça faire des beaux parties, etc. Mais oui, on a un petit peu plus slacké qu'au début qu'on a eu la maison. Donc voilà, c'est ce qui va terminer cette vidéo. Je pense qu'elle est très longue, mais dis-moi si t'avais aimé ce genre de concept-là où ce que je vous montre ma routine, mon Get Ready With Me, pendant que je réponds aux questions que vous m'avez posées. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si vous me suivez pas pour justement participer à ce genre de vidéo-là. Donc j'espère que vous avez aimé venir avec moi dans cette vidéo. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!